Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Jamais le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient n'a autant bouillonné. À l'honneur aujourd'hui une nouvelle génération de cinéastes qui racontent les douleurs du passé mêlées aux inquiétudes et aux espoirs de l'avenir. Des films que l'on peut découvrir au panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est à Saint-Denis et à Paris. C'est jusqu'au 19 avril, un festival auquel participent tous nos invités. Avec nous aujourd'hui dans MOE sur TV5 Monde, Safia Benaïm, bienvenue à vous. Vous êtes la réalisatrice du film La Fièvre. C'est l'histoire de l'exil politique d'une famille marocaine, la vôtre, perçue par une enfant, vous, à travers un fantôme pendant une nuit de fièvre. Avec nous également Nadine Naous, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice de Home Sweet Home, un documentaire sur l'histoire de votre famille, en particulier de votre père qui avait fondé une école laïque dans les années 60, une école alternative dans la banlieue sud de Beyrouth. Lamine Amar Kodja, merci d'être avec nous, réalisateur de Bla Cinema. Ça se passe au cœur d'Alger. Vous êtes allé à la rencontre d'Algérois, jeunes et moins jeunes, pour parler du 7e art. Merza Kalouache, cinéaste algérien, votre film Les Terrasses nous livre 5 histoires, 5 réalités qui se croisent sur ces terrasses, qui offrent un regard plongeant sur Alger, une grande ville qui étouffe, nous le verrons. Et puis Kamel El Maouti, Kamel, directeur du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, festival donc qui nous livre un regard pertinent, nous le verrons, sur la réalité du cinéma du sud de la Méditerranée. Et puis en direct de Marrakech également aujourd'hui, Vincent Melili, merci d'être avec nous en direct du Maroc. Vous êtes directeur de l'école des arts visuels de Marrakech. Restez avec nous, on vous retrouve d'ici quelques minutes. Nadine Naous, on va commencer avec votre film Home Sweet Home. Je le disais, c'est une histoire de famille. Alors, il y a quelques années, vous apprenez que votre père est surendetté. Je le disais, il avait fondé cette école dans les années 60. Le problème, c'est que cette école ne fonctionne plus. Il y a les divisions communautaires, il y a les tensions qui font qu'elle est de moins en moins fréquentée. C'est cette histoire que vous avez voulu nous raconter. On regarde un extrait sans plus attendre. في فرز بهالضيعة اللي اسمها لبنان في فرز في فرز سني ماروني شيعي ما بعرف شو هيك مفروزين ومجبور كل واحد يمشي مع قطيعه والا لا بيقدر يتوظف لا بيقدر يشتغل لا بيقدر يلجأ لحدا لا بيقدر يعمل واسطة فأنت مجبورة بهالوضع انك تمشي مع قطيعك بصراحة يعني. وبابا بيتحرك بين الخطوط وبيحاول يتأقلم بعده ماشي مكمل طريقه. On a le sentiment, Nadine Naous, qu'en partant de l'intime, au fond, vous nous racontez les maux de la société libanaise. On entend votre père à l'instant qui parle des divisions, on doit suivre le troupeau. C'est ce que vous avez essayé de chercher à faire? Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. En fait, c'est une chronique très intime, une chronique familiale, comme vous l'avez dit, mais à travers une histoire très privée. J'essaye un peu de faire le portrait ou un état de lieu, oui, un état des lieux de la situation en fait du pays, du Liban. Donc je parle des divisions communautaires, je parle aussi d'un rêve en fait, d'une utopie que mon père avait à travers son école et qui n'est pas réalisable. Loin du troupeau quoi en fait, que tous les enfants qui soient sunnites, chiites, chrétiens, tous ensemble. En fait il avait fondé une école dans les années 60 où il y avait un peu toutes les communautés mélangées au Liban. Et ces années-là étaient pour les gens de sa génération, en tout cas, plein d'espoir. Il y avait une projection, en fait, sur le Liban, un projet d'un État multiculturel, multiconfessionnel qui fonctionne. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on va le voir avec Safia Benaïm, mais on va le voir aussi avec Lamine Amar Kodja tout à l'heure. On a le sentiment que vous n'avez pas de code, on est loin des carcans hollywoodiens. Vous, on vous voit, par exemple, en plein dialogue intimiste, et puis il y a ces dessins qui ponctuent ces dialogues intimistes. Pourquoi ce choix ? Alors, code, je ne sais pas ce que c'est, le code. Pas de barrière, en tous les cas, je veux dire. Mais, pas de, voilà. Non, mais c'est une façon de s'exprimer qui mélange plusieurs supports. Et pour moi, l'animation était importante parce qu'il y a aussi le regard de moi, petite fille, sur mon père. Et justement, comme je suis personnage dans le film et qu'il fallait que je trouve une distance, une juste distance. C'est ça, ça a permis justement de trouver ce recul. Cela, Safia Benaïm, vous racontez aussi en quelque sorte l'histoire de votre famille. La fièvre commence avec la scène d'un mouton égorgé et du sang qui coule. Il y a aussi une tête qui tourne, une fièvre qui monte. Ça s'appelle la fièvre. Alors, il s'agit d'un souvenir d'enfance, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Alors, en fait, c'est un souvenir, ça part d'un souvenir réel, d'une nuit de fièvre quand moi j'étais petite enfant au Maroc. Et quand j'étais enfant, j'allais seule au Maroc voir ma famille, étant donné que mes parents étaient, eux, réfugiés politiques marocains, communistes. Ils appartenaient à un mouvement qui s'appelait Hilal Amam. Et donc, ils étaient réfugiés politiques en France depuis les années 70, depuis 73 précisément. Et lorsque j'allais au Maroc, j'avais un sentiment très trouble du fait d'être hantée par aussi une mémoire qui ne m'appartenait pas, qui était ce que m'avaient transmis mes parents du Maroc. Et il se trouve qu'une nuit de fièvre, cette nuit de fièvre où j'ai un peu déliré, voilà, où j'ai perçu des phénomènes étranges, cristallisait assez bien le rapport voilà, d'inquiétante étrangeté que je pouvais avoir avec le Maroc, entre ce que moi j'en percevais et la façon dont m'avait été transmise une histoire. Alors votre film oscille entre documentaire et fantastique. On va regarder un extrait. شوف فيا مزيان كنشوفك كتضحك شوف الكلمات كتلعب شوية حتى لشفتاي وفي الشفتاي كتقرا الهضرة. Alors je disais code tout à l'heure, ce qui avait fait sourire Nadine Naous. Je ne sais pas s'il faut dire code ou genre cinématographique, mais même question, vous, je disais documentaire et fantastique. Vous ne vous êtes pas bridé, limité en disant je fais un pur documentaire ou en tout cas j'emprunte à la fiction. C'est d'ailleurs parfois très onirique. C'est effectivement très onirique. On peut aussi, certains le catalogueraient en cinéma expérimental. Enfin, voilà, ils naviguent. C'est vrai que je me pose effectivement pas non plus ces questions-là. J'ai essayé de trouver la meilleure forme adaptée à ce type de récit, qui est à la fois un récit effectivement personnel, mais dans lequel je parle d'un moment politique du Maroc, à travers aussi l'enfance de cette créature qui revient de cet exilé politique. L'histoire remonte jusqu'à la décolonisation pour revenir jusqu'au présent. Et en même temps, la forme qui me semblait la plus proche de ce que je voulais raconter, effectivement, il y a une forme onirique, fantastique, pour évoquer ce rapport trouble que je peux avoir. Donc, à la fois parler de choses réelles, d'une histoire personnelle, historique d'un peuple, et à la fois, par ma perception, voilà. Et vous dites, je ressens le cinéma comme si c'était mon seul vrai pays. Expliquez-nous. Du fait que j'ai grandi, je suis née en France, moi, puisque mes parents étaient réfugiés au moment de ma naissance. Eux ne pouvaient pas y retourner, comme je le disais. Donc moi, j'ai grandi, c'est ma langue maternelle et le français. Je me sens quand même française, mais d'être dans voilà, dans ce rapport. J'ai grandi dans l'exil, en fait. Voilà. Mon vrai pays, c'est soit l'exil, mais c'est un territoire mental. C'est dans l'entre-deux. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le cinéma et que j'ai été dans une salle de cinéma, c'était l'endroit où je me sentais le plus chez moi, au sens vraiment d'un territoire à habiter. Et j'étais bien là, et j'y suis toujours bien. Alors, on va faire un détour par Marrakech, au Maroc, où l'on retrouve Vincent Melili. Merci d'être avec nous à nouveau sur TV5 Monde dans MOE. Alors, vous êtes directeur de l'école, je le disais, des arts visuels de Marrakech. C'est une pépinière de jeunes talents, disons-le, qui souhaitent faire rayonner le Maghreb et la région sur grand écran. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, cette nouvelle génération, ces étudiants ? Écoutez, c'est difficile de faire des généralités. Ils sont tous des individus, jeunes hommes et jeunes femmes, avec des histoires propres à raconter. Ce qui est, à mon avis, une chose importante, c'est qu'ils se retrouvent avec ce désir de cinéma, à la fois pour raconter des histoires, mais pas uniquement, parce qu'on n'a pas que des réalisateurs dans l'école. On a aussi des gens qui se forment au son, à l'image, au montage, des graphistes. Et ce qui est important, c'est qu'ils font cet apprentissage ensemble, en commun, et ils vont grandir avec un regard sur le monde, un regard sur leur pays, sur leur société, collectivement. Et là, je trouve que c'est
une expérience importante qu'ils vivent et qu'ils vont transmettre. Ils n'en sont pas encore. On a 6 promotions qui sont sorties de l'école. Beaucoup de techniciens travaillent dans l'industrie, ça marche très bien pour eux. Les réalisateurs en sont encore au stade de développer des courts-métrages. Pas mal ont été faits dans le sein de l'école. L'école a mis en place une société de production qui est SAV Production pour aider justement les réalisateurs et réalisatrices à franchir ce pas difficile de rentrer dans la vie professionnelle avec des projets. Donc tout ça est en cours en fait. Alors restez, on vous retrouve dans quelques instants. Restez avec nous, Vincent Mellili. Merzak Alouache, vous en êtes à votre 13e film, il me semble. On ne les compte plus, grand cinéaste algérien. Peut-être d'abord un mot, avant de parler de votre film Les Terrasses, sur cette nouvelle génération, justement. Est-ce qu'on sent aussi en Algérie émerger comme ça? On sait que vous tournez dans ce film avec Adila Bendimerad, qui est une étoile montante du cinéma en Algérie. Est-ce que vous sentez une envie de faire bouger les lignes dans le 7e art en Algérie et au-delà? Certainement. On ne vient pas au cinéma juste comme ça, on vient pour changer les choses. Donc, dans tous les pays, il y a des nouvelles générations. Bon, malheureusement, moi, je suis un peu pessimiste parce qu'il y a peut-être des nouvelles générations, mais il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de public. Donc, il y a un problème, quoi. Alors, Les Terrasses, c'est donc 5 histoires, je le disais tout à l'heure, 5 réalités. Il y a par exemple un homme tourmenté par la signature d'un mystérieux document. Il y a un groupe de jeunes qui s'entraînent pour leur chorégraphie jusqu'au jour où ils sont témoins d'une tragédie. Une petite fille aussi qui tente d'avoir une relation normale dans une famille rigide. On regarde un extrait donc du film Les Terrasses, ça se passe au cœur d'Alger. تمنشر في عيشة وعيشة خدعت وليد علي ما يحبش رشيد عتمان يكره فريد فاطمة تقطع في عيشة وعيشة خدعت وليد ولا ريتي باش تخرجوا وشنو؟ عجوز حبسي بنت مهبل تاعك ها العدالة حكمت عليك باش تخرجي والبركة هذه لازم ما هي تريب والخماش هذا كل شيء يتنقى الزبلة ما تبقاش هاكي لا ريتي اقرأ ما نعرفش نقرا. Merzak Alouache, vous observez les malaises de la société algérienne. Pourquoi avoir choisi Les Terrasses comme scène principale? Écoutez, c'est un décor qui m'a toujours plu. Alger est construit dans différents quartiers avec beaucoup de terrasses, comme on peut le voir. Et depuis des années, le caractère de ces terrasses, en fait, l'existence de ces terrasses a changé, a évolué. Aujourd'hui, on vit sur les terrasses, on occupe les terrasses, on squatte les terrasses. Comme j'aime travailler un peu sur ce qui se passe dans les villes algériennes, comme j'aime observer, donc j'ai commencé à observer ce qui se passait sur ces terrasses et j'ai écrit ces histoires. Vous observez donc la vie de cette ville. Je disais tout à l'heure, une ville algérienne, la capitale même, qui étouffe. Est-ce que le mot est un peu fort ou non? C'est ce qu'on a envie de dire quand on a vu votre film. Il y a cette pression qui existe, pression sociale, celle du logement. On vient expulser une dame âgée, des jeunes qui se cachent pour s'aimer. C'est la réalité d'aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de lieux comme ça qui sont utilisés par les gens parce que effectivement la ville étouffe, les gens se sentent observés, il y a beaucoup de monde, quoi. Il y a un exode rural, les villes n'en peuvent plus et les gens n'en peuvent plus. Donc c'est ce que j'essaye de montrer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire du cinéma, c'est avoir envie de changer les choses. Je suis un peu revenu de ça parce que dans mes premiers films, je voyais des solutions. Il y avait beaucoup de gens qui venaient au cinéma, on avait des débats, etc. Aujourd'hui, je suis dans une espèce de frustration, une grande frustration. J'en ai parlé déjà ici, je crois, il y a 2 ans. Et cette frustration continue parce que on tourne des films, mais on les tourne pour qui? On n'a pas de retour, on n'a pas de public. Et je pense que c'est un peu comme ça dans tous les pays arabes. Alors justement, c'est un peu comme ça dans tous les pays. Nadine Naouz, vous étiez récemment au Liban, il me semble. Votre film y a été présenté. Quelles sont les réactions? Faire changer les choses, c'est, on imagine en tous les cas faire susciter la réflexion, ce que vous cherchez à faire. Est-ce que ça prend? Comment réagit-on quand on voit votre film? Oui, à poser des questions en tout cas. Je ne sais pas si on peut changer vraiment des choses, mais en tout cas on peut susciter ou réveiller de nouvelles questions par le cinéma. Mais au Liban, c'est très particulier parce que le Liban, c'est quand même un pays où en fait il y a le plus grand nombre d'étudiants
en cinéma, par exemple, dans le monde arabe. Ouais. Et il y a pas mal de fréquentation dans les salles. Par exemple, moi j'ai projeté le film dans le cadre d'un festival qui se passe tous les 2 ans, une biennale qui s'appelle Ayam Beyrouth Cinemaïa. Et il y a quand même un public qui vient. Après, je ne sais pas si en dehors de ce festival, le public viendrait voir un film tel que le mien. Et le vôtre, par exemple, là, il a accueilli comment? Qu'est-ce qu'on vous dit? Enfin, il a été, bonne idée. Il a été très bien accueilli. J'avais un peu peur, j'avoue, de le montrer là-bas, mais il a été très bien accueilli parce que je pense qu'il a été. Enfin, les gens ont vu un miroir. Se sont vus dans le miroir. Ça raconte, ça raconte quand même des choses très vraies. Très concrètes. Kamel El Maouti, 10 ans déjà, un bon anniversaire, 10 printemps déjà pour votre festival, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Quand on voit la programmation de votre festival, on se dit que c'est assez ouvert sur tous les horizons, toutes les régions. Comment faites-vous votre choix? Comment faites votre sélection? Alors en fait, il y a une équipe de programmation qui est sous la houlette de Emma Raguin. En fait, moi je m'occupe de la direction globale du festival, mais je m'occupe pas précisément de la programmation, parce que c'est aussi une tâche assez lourde, assez importante. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plusieurs cinématographies de plusieurs pays, d'avoir une représentation des films d'hier et d'aujourd'hui, de montrer ces films-là. Pour nous, c'est poser des actes, parce que tout à l'heure, Merzak disait qu'il était un petit peu pessimiste sur ces questions-là, sur la visibilité de ces films, etc., et du devenir peut-être du cinéma arabe globalement. Moi, je suis extrêmement positif. Donc, c'est-à-dire pas d'un excès de positivisme comme ça. Parce que je pense que on pose des actes, les réalisateurs, et je suis ravi d'être entouré par de talentueux réalisateurs et réalisatrices, et je pense que c'est très important. Et après, le devenir des films, c'est-à-dire en termes de diffusion, etc., peut-être que ça demande un temps un peu après. Et on va pas, si on attend que tout le circuit soit complètement complet pour pouvoir montrer les films et faire les films, et ben peut-être que les spectateurs ne sont pas présents. Bon, après, il y a peut-être un travail à faire en termes de formation, en termes d'accueil du public, en termes de locaux, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qui est important, c'est que les réalisateurs fassent leur travail. Ensuite, après, les institutions des pays maghrébins ou du Moyen-Orient doivent faire aussi leur travail. Chacun doit faire son travail. Et je pense que quand les artistes font leur travail, nous, c'est un honneur pour nous que de montrer leurs films, parce que c'est extrêmement important. À la fois pour nous, pour les spectateurs qui viennent le voir, parce qu'il y a de plus en plus de spectateurs qui viennent au panorama, de plus en plus de salles qui accueillent le festival, donc on est ravis. Il y a un vrai public pour ça. Après, qu'il y ait des problématiques sur les pays d'origine, etc., en termes de diffusion. Alors justement, les problématiques, la diffusion, le manque de cinéma, un jeune réalisateur s'est penché sur la question. Lamina Markodja, vous avez fait le pari d'aller filmer la parole, oui, je dis bien d'aller filmer la parole au cœur d'Alger, des jeunes et des moins jeunes, sur le cinéma justement, sur ce que représentait pour eux le cinéma, ce qu'ils en pensaient. Comment est l'idée de ce projet, justement? Parce que là, on est en train de parler des difficultés. Vous, comment vous avez dit, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse? L'idée, c'est que c'est vrai que voilà, le ministère a eu un peu cette idée qu'il faudrait rénover les salles de cinéma avec l'idée de relancer les salles, sauf que c'est vrai que les salles de cinéma à Alger, même les plus rénovées, même les plus récentes, sont complètement désertées par le public. D'où la question, si on fait des films et qui ne sont pas vus, qu'est-ce que ça veut dire faire du cinéma dans un pays qui n'a pas de cinéma? Mais ça ne veut pas dire que les gens ne regardent pas de films, c'est pas ça, c'est que le geste d'aller dans la salle de cinéma s'est perdu. Parce que ça, c'est vraiment culturel. Et donc, la question, c'est quoi le cinéma? Et donc et du coup, on est parti sur une petite placette à parler avec les gens de cinéma, tout en sachant très bien que les gens n'allaient pas parler de cinéma et qu'ils allaient parler d'eux-mêmes, et faire des gens de la vie de tous les jours, des acteurs de cinéma, et réfléchir quelque part comme ça en arrière-plan à qu'est-ce que c'est que le cinéma, quoi. Eh bien, on va voir ce que ça donne, cette placette que vous évoquez avec des colonnes grecques. Regardez. وي سي دوماج كيما لاسياد كيما لاسياد اللي كيما باباك عايش في لاسياد مليحه ولا في لاسياد السينما تاع لاسياد شتي نروحوا هذاك لي تيكي اوني بيان بروغرامي لا لا تاني مليحه شويه الويكان هنا ما كاش ما عندهم ما نقدرش نروحوا مع موالينا لا لا اوني با بروغرامي هنايا اون با با اونتر بارون زعما بابا يدينا كاع السينما مع مامانا كيلعب فيهم جديد الشباب وكذا هنا سي يسون مال اورغانيزي سي بور سا في فرنسا دوك ندير بنتي تشوف فيهم معايا داو يتسقبوا شويه باغ اكزومبل يولوا فلاق سي لا كورومبي قتلتنا في الجزائر. Voilà, j'aurais pu dire aussi normal, ça va parler à Merzak Alouach, pardon, à Merzak Alouach. Alors normal, par exemple, dit ce monsieur, vous, comment ressortez-vous de cette expérience en tant que jeune cinéaste?
Ah. Ça vous donne envie de continuer ou vous dites ça va être compliqué en Algérie pour moi? Que dites-vous? Ah non, de toutes les façons, le vrai problème, je crois que c'est le problème de la diffusion, clairement. C'est que je suis d'accord avec Kamal, c'est que les films, il faut les faire, il faut essayer de les montrer. Sauf que moi, je fais des films, je peux pas m'amuser à être producteur. Et j'ai des amis qui ont eu un peu le courage d'essayer de diffuser leurs films en organisant des projections ponctuelles. Et ils sont sortis de ça au bout de quelques mois, vraiment très fatigués. C'est dur, oui. Et donc, je crois que moi, je dois faire juste mon boulot, faire des films. Après, le reste, je peux que espérer que ça s'arrange. Mais bon, je suis pas très optimiste. Alors, pas très optimiste, mais le cinéma, en tous les cas, est un des moyens de lutte et de résistance. No Land Song a été présenté à l'ouverture du panorama. Alors, ça se passe en Iran. Il faut savoir que les femmes dans ce pays n'ont plus le droit de chanter en public, tout au moins en solo et devant des hommes. Alors, Sarah Najafi a eu l'idée de défier, si l'on peut dire, les autorités. La compositrice a tenté d'y organiser un concert autour de chanteuses solistes. Et vous allez le voir, il y a des passerelles non seulement entre le cinéma et la chanson, mais aussi entre le Maghreb et le Moyen-Orient. Pascal Achard et Gérald Brestroff nous présentent ce film. Sarah Najafi est une jeune compositrice et elle a un rêve à Téhéran. Impossible car en Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en public. Personne ne sait pourquoi les femmes ne peuvent pas chanter en Iran. Et je suis allée demander aux ayatollahs, OK, c'est quoi le problème? همینطور انسان نشسته مؤدب در شنیدن تمایل جنسی پیدا نکنه در شنیدن حالت بیرون از طبیعت. Vous savez, je pense qu'ils ne connaissaient pas la réponse. Ils ont juste peur de la musique. Elle n'a pas peur, décide de se battre, de défier la censure. C'est avec la complicité de son frère, réalisateur installé à Berlin, qu'elle ira jusqu'au bout. Cette bataille, il en fait un film. Nous savons tous depuis l'enfance que c'est une erreur, que l'Iran va dans une mauvaise direction. Avec ce film, je voulais dire aux gens, si vous voulez changer les choses, il faut sortir s'exprimer. En restant chez soi, rien ne va bouger. Alors ils vont chercher des soutiens à l'étranger. Sarah associe à son projet les chanteuses françaises Jeanne Chéral, Élise Caron et la tunisienne Emel Matlouti. Pour Emel Matlouti, c'était très important qu'elle participe aussi, car elle a une expérience d'activisme révolutionnaire. Mon concert n'était pas juste un concert, c'était un acte révolutionnaire. Un concert et un film qui rendent hommage également aux divas iraniennes d'antan, à leur combat aussi pour exister. Une histoire émouvante, celle d'une victoire, avec au bout l'espoir. Le film a fait le tour du monde, récolté des prix, mais il n'a toujours pas été montré en Iran, où la voix des chanteuses demeure encore aujourd'hui silencieuse. Merzak Alouache, certes, ce film, donc on vient de l'entendre, n'a pas été vu en Iran. Il y a des complications. Pour autant, si l'on comparait un pays comme l'Algérie et l'Iran, on a envie de dire quand même que le cinéma iranien se porte beaucoup mieux, alors que c'est vu comme un pays oui, très le conservateur. cinéma iranien a des traditions. Nous avions quelques traditions après l'indépendance qui ont disparu au fil des années. Alors, il y avait un peu une confusion tout à l'heure parce qu'on parlait de l'Algérie, par exemple, des pays arabes, et brusquement, on parle de Paris. Oui. Alors, effectivement, moi, mes films, ils ont fait beaucoup de festivals. Oui, on a bien compris que vous disiez effectivement... Que donc, moi, ma frustration, c'est par rapport à l'Algérie, par rapport aux pays arabes. Les films ne circulent pas dans les pays arabes, ne circulent pas en Algérie, etc. Donc, pour moi, je vis une forme de censure parce que
j'avais l'habitude d'avoir un public, d'aller présenter mes films dans des villes en Algérie. Il n'y a plus cette possibilité. Donc c'est ça la frustration. Et donc, pourquoi faire des films? On se pose la question, mais on continue quand même. On continue. Merci à tous les 5 et merci à vous, à Marrakech, Vincent Mellili, d'avoir été avec nous. On avait, hélas, un petit souci de son. Merci en tout cas à vous d'avoir témoigné dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. On aura l'occasion de reparler de vos œuvres prochainement sur TV5 Monde. Merci à vous également d'être fidèles à Maghreb Orient Express et à TV5 Monde. À dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, les coulisses et plus de contenu sur les réseaux sociaux. À très vite sur TV5 Monde.